qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est d'arriver à faire à la machine des choses qu'elle ne sait pas encore faire. Donc, vous voyez, la frontière se recule au fur et à mesure. C'est une définition mouvante, parce qu'en général, quand la machine commence à savoir bien faire quelque chose, eh bien, ça ne mérite plus tellement le nom d'intelligence artificielle. On est dans l'algorithmique classique. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est vraiment intelligent? Est-ce que la machine comprend quelque chose? Et pour montrer la différence entre ce que c'est de donner l'impression d'être intelligent et être vraiment intelligent, je vais vous raconter l'histoire qui est utilisée en particulier dans le contexte de l'apprentissage et de l'apprentissage profond, du deep learning, par Ian Goodfellow. Donc c'est l'histoire d'un cheval qui s'appelle Hans le Malin, Clever Hans. Et le propriétaire du cheval était absolument convaincu que le cheval savait compter. Donc évidemment, tout le monde était un petit peu sceptique et donc il convoquait des gens, des mathématiciens, et il leur disait, bon, posez une question, 3 plus 4. Et le cheval frappait du sabot, 1, 2, 3, et à 7. 3 plus 4. Il s'arrêtait. Vous voyez bien qu'il sait compter. Et donc, c'était vraiment étonnant, un cheval qui sait compter. Et il savait compter même quand le propriétaire du cheval n'était pas dans la pièce. Et par contre, il ne savait pas faire des choses quand personne dans la pièce ne connaissait le résultat. Bon, une partie des gens se sont dit « Ah, mais c'est un miracle, un cheval qui sait compter ». Et quelqu'un s'est obstiné et il a découvert qu'en fait le cheval était capable de capturer des signes subliminaux et que les gens qui évidemment savaient que 3 plus 4 égale 7, au moment où il frappait pour la 7e fois, les gens qui étaient là étaient tendus parce qu'ils s'attendaient à ce que le cheval s'arrête. Et le cheval savait capturer cette information, se disait ok, c'est le temps de s'arrêter. Et donc la question, c'est dans les plus grands succès que l'intelligence artificielle a aujourd'hui, est-ce que la machine comprend vraiment ou est-ce qu'elle fait à sa manière la même chose que Hans le Malin? On m'a parlé de l'IA depuis 1950 et pendant très longtemps, les gens ont considéré que c'était un peu fascinant, mais aussi une fumisterie. Et brusquement, ça devient merveilleux, la source de tout, la source de l'or de l'IA. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a à ce point changé d'avis? Les résultats ont commencé à arriver de deux façons. D'abord, les gens avaient beaucoup de données. Et malgré tout, vous voyez, quand vous voulez un résultat, vous pouvez réfléchir pour essayer de trouver le résultat, mais quelque chose d'encore bien plus rapide, c'est d'avoir le résultat dans un dictionnaire. Si brusquement, la machine devient capable de lire et d'exploiter des dictionnaires, le jeu est entièrement différent. C'est assez un. Et il y a le fait aussi que parce que ça, c'était un peu aussi vrai à la fin des années 90, mais à la fin des années 90, les ordinateurs que les gens avaient étaient de pauvres bêtes comparés à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, l'une des raisons pour lesquelles, les 3 raisons, je dirais, pour lesquelles l'IA s'est mise à décoller, c'est que les gens se sont dit, le problème, c'est de savoir utiliser les données qui sont déjà là, d'apprendre à partir de ces données, et puis d'avoir des machines suffisamment puissantes. Je vais parler du deep learning, de l'apprentissage profond, qui est la version gonflée de quelque chose qu'on connaît depuis la fin des années 80 et des années 90, qui sont les réseaux neuronaux. Vous vous souvenez, vous connaissez Yann Lequin, qui donc a fait sa thèse chez nous, enfin chez nous, c'est-à-dire sur le plateau de Saclay, dans la région Île-de-France. Et il faisait déjà des réseaux neuronaux à la fin des années 80. Et donc maintenant, pourquoi ça s'est mis à marcher?
parce qu'il y a eu beaucoup plus d'exemples. Pour vous donner une idée, dans les années 90, quand on avait 60 000 exemples à se mettre sous les dents, mais c'était un paradis. Et maintenant, des millions d'exemples, c'est monnaie courante. Plus d'exemples, évidemment, la puissance de calcul qui va avec. Et il y a aussi quelque chose qui est un petit poil plus technique. Quand vous essayez d'apprendre, vous êtes en train d'optimiser. Okay, c'est tant qu'à faire d'apprendre, autant apprendre à la meilleure hypothèse qui colle avec vos données. Par exemple, vous avez les chats et les chiens. Eh bien, ce qu'on voudrait, vous donnez des exemples, vous dites ça c'est un chat, ça c'est un chien, et ce qu'on voudrait, la preuve que ça marche, c'est qu'à la fin, j'arrive avec un autre exemple, et la machine est capable de dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Bon. On veut donc séparer, on veut couper l'ensemble des images, les chats à droite, les chiens à gauche, quelque chose comme ça. Or, le problème, c'est que les problèmes d'optimisation peuvent être assez pénibles, assez ténus. Par exemple, imaginez que là, vous êtes dans le plan et vous essayez de séparer les plus des moins, les chats des chiens. Ça va être difficile de séparer de manière simple les plus des moins. Si par contre, vous avez la possibilité de d'étendre l'espace, okay, de rajouter une dimension, donc imaginez que maintenant, je suis en train non plus d'avoir une feuille de papier, mais une surface mouvante. Là, vous voyez, je suis capable de couper l'espace, de séparer entre les chiens en haut et les chats en bas. Le fait d'avoir plus de paramètres me permet de simplifier les problèmes de séparation, les problèmes d'apprentissage. Le deep learning, c'est des réseaux neuronaux profonds, c'est-à-dire avec des tas de couches, c'est-à-dire des fonctions extrêmement complexes. Vous voyez une fonction, c'est comme un polynôme. Plus il est de gros degrés, plus il est capable de passer n'importe où. Okay. Le deep learning, c'est la même chose, mais en plus grand. Donc la question est de savoir si l'IA peut conduire à une société du contrôle, à une société qui va contre un vivre ensemble civilisé. Et la réponse est oui. Et comment l'éviter ? Je pense qu'on doit concevoir l'intelligence artificielle, ceux qui la font, ceux qui l'utilisent, ceux qui l'observent, dans un continuum. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes chercheur et vous avez quelqu'un qui arrive en disant « Je voudrais bien pouvoir savoir, à partir des données physiologiques, des données d'électroencéphalogramme et autres, savoir l'humeur dans laquelle est quelqu'un. » Vous dites « Ok, d'accord, donnez-moi des données, j'y vais. » Et maintenant, vous êtes capable de faire un classifieur qui, étant donné les données sur une nouvelle personne, est capable de vous dire si cette personne est de bonne humeur, d'humeur maussade ou en rage. Ok. Maintenant, les gens qui sont en rage ont la capacité de faire des trucs assez terribles. Il y a quelques années, je dirais à la fin du XXe siècle, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le massacre de Columbine, dans lequel quelqu'un, un lycéen, je crois bien, je ne veux pas raconter son histoire. Il avait des coups de bouc émissaire, mais à un moment donné, il a pris une carabine et il a tiré dans le tas. Donc vous êtes chercheur, vous avez fini votre boulot. Maintenant, le classifieur existe, supposons qu'il marche. Maintenant, si vous êtes président d'université, directeur de collège, et que vous avez ça, eh bien, vous voyez, la tentation est très grande de dire que si le classifieur détecte que l'un de vos lycéens est en rage, eh bien, il ne faut pas l'admettre au lycée ce jour-là. Parce que les risques sont trop grands qu'il se passe des trucs franchement détestables. Et donc, si on a les moyens de prévenir, de détecter les risques et de les prévenir, eh bien, nous pouvons, chacun en étant convaincu d'agir pour le plus grand bien, nous pouvons arriver
tous collectivement à une société qui n'est pas souhaitable, du moins pour moi.